Sybille, tu es la lauréate de ce prix en économie coopérative. Te voilà, bonjour. Alors, tu as présenté un mémoire de master en sciences de gestion à la Louvain School of Management de l'UC Louvain et il s'intitule Le management participatif en entreprise sociale d'insertion en Belgique francophone, études exploratoires, et ta promotrice est Julie Hermans qui est professeure en entrepreneuriat à l'UC Louvain. Voilà pour la présentation et puis le reste, c'est à toi de le faire. On se retrouve dans 3 minutes environ. Merci. Alors, laissez-moi vous raconter l'histoire de Luc. Luc est un jeune de 23 ans. Il est au chômage depuis près de 5 ans en raison de son manque de qualification. En effet, il a arrêté l'école avant même d'obtenir son diplôme de l'enseignement secondaire. Après plusieurs échecs auprès de différents potentiels employeurs, il décroche un job dans une entreprise de parcs et jardins qui met en place une gestion participative. Alors, ces deux derniers termes ont suscité beaucoup de questions chez Luc, et donc j'ai décidé de répondre à deux d'entre elles. Celles-ci sont comment la gestion participative est-elle mise en place dans les entreprises sociales d'insertion et quels sont les avantages et défis d'une telle pratique. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'une entreprise sociale d'insertion? Eh bien, il s'agit d'une organisation productrice de biens et ou de services dont l'objectif n'est pas la maximisation du profit, mais bien la réinsertion socio-professionnelle de publics défavorisés, comme Luc, c'est-à-dire un jeune peu qualifié, mais aussi, par exemple, des personnes de plus de 55 ans, des chômeurs de longue durée, ou encore des personnes avec une nationalité autre que européenne. La gestion participative, quant à elle, que j'appelle aussi le management participatif, consiste en l'implication des travailleurs dans la prise de décision au sein de l'entreprise. Il est également possible pour ces travailleurs, et donc pour Luc, d'acquérir une part du capital de l'entreprise qu'on appelle une part sociale. Donc, on a à la fois une participation décisionnelle et une participation financière. Pour répondre à mes deux questions de recherche, j'ai mené 12 entretiens auprès de travailleurs et de managers dans 6 entreprises sociales d'insertion en Wallonie et à Bruxelles. Et ces 12 entretiens m'ont permis de découvrir une nouvelle forme de participation que j'ai décidé d'appeler la participation sociétale. Donc, ceci signifie que les travailleurs sont impliqués dans des activités d'ouverture sur la société et d'éducation citoyenne, comme par exemple participer à des conférences, à des soirées débats, à des ateliers de partage d'expériences avec d'autres organisations et bien d'autres. J'ai aussi pu constater que la façon dont la gestion participative est mise en place dans ces entreprises dépend de énormément de facteurs et qu'il n'existe malheureusement pas une seule formule magique applicable à toute organisation. Par ailleurs, j'ai aussi pu constater qu'une gestion participative dans les entreprises d'insertion présente une situation triplement win. Tout d'abord, l'organisation bénéficie d'une augmentation de la productivité et à une meilleure efficacité économique. Au niveau de l'individu et du travailleur, on a une augmentation du sentiment de valorisation et de l'estime de soi. Et enfin, le dernier win concerne la société en général, car les entreprises d'insertion remettent au travail des personnes qui sur le marché du travail traditionnel sont défavorisées et donc au chômage. Cependant, il est important aussi de mentionner qu'une gestion participative présente de nombreux freins et défis qui freinent son mode de fonctionnement ou sa mise en place. Et alors, j'ai à la fin pu également dresser une liste de recommandations à destination des entreprises qui souhaitent améliorer leur processus participatif ou qui souhaitent tout simplement se réinventer. Donc, j'encourage vivement toutes les entreprises, qu'elles soient sociales ou non, à se pencher davantage sur la gestion participative, car ce mode de gestion place l'être humain et Luc au centre de leur démarche. Voilà, merci. Merci à toi, merci beaucoup Sybille. J'essaie la caméra. Voilà, me voici. Merci, c'est très intéressant. On va passer la parole avant le question-réponse au président voilà, du jury de ce prix en économie coopérative, Didier Goudgeber. Je vous présente en 2 mots. Vous avez été le secrétaire général de l'ICED, l'Institut de conseil et d'études en développement durable, de 1997 à 2015 et de l'Union des SCOP Wallonie-Bruxelles de 2015 à 2019. Et actuellement, vous travaillez à titre bénévole pour le groupe Terre. Alors, quels sont les aspects de ce mémoire que le jury a particulièrement apprécié?
Eh bien, donc, c'est le travail de fond et le fait que Sybille a rencontré les acteurs de terrain et a pu constater, je dirais, sur le terrain, la diversité des acteurs et des sujets. Alors, pour les gens qui ne sont pas familiarisés à la gestion participative, c'est pas seulement prendre part à son travail et décider dans son travail, c'est décider sur les orientations stratégiques de l'entreprise, comment elle va se recycler demain en fonction de notre économie qui évolue très vite. Donc, ça demande vraiment un effort très, très puissant de l'entreprise pour impliquer les gens. Et ce qui était particulièrement intéressant, c'est que la lecture de son mémoire était parfaitement fluide. Et comme elle l'a un peu expliqué, on a un double dividende ou un gros avantage, c'est qu'on met des gens debout en fait. Ça veut dire que quand on fait un tour de table et que les gens sont appelés à s'exprimer pour donner leur avis, c'est vraiment un moment très fort pour ceux qui l'ont vécu et ça leur permet de prendre conscience de leurs valeurs. Et donc pour moi, ça c'est le premier plus de cette démarche participative. Et donc, comme Sybille l'a expliqué, elle propose aussi des pistes pour que ce type de participation puisse à l'avenir être utilisé par plus d'entreprises. Voilà. Merci, merci Didier Goudgeber. On vous retrouvera évidemment après la présentation de Céline un petit peu plus tard. Alors Sybille, on va passer aux questions-réponses à présent. On nous demande quels sont les freins au développement de ce mode de gestion. Alors, il y en a plusieurs. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les entreprises d'insertion, la majorité des travailleurs sont des travailleurs avec un contrat article 60, c'est-à-dire que ce n'est pas un contrat qui est fait entre le travailleur et l'entreprise d'insertion même, mais c'est un contrat qui est basé avec le CPAS. Donc, c'est-à-dire que les travailleurs, en fait, sont mis à l'emploi et mis à disposition par le CPAS auprès de ces entreprises d'insertion. Et en fait, la spécificité la spécificité de ce contrat article 60, c'est que les travailleurs ne sont pas présents, enfin ne restent pas très très longtemps dans l'entreprise. Ce sont souvent des contrats de environ 6 mois. Donc c'est aussi très difficile d'impliquer déjà le travailleur dans un projet qui est une entreprise avec parfois des perspectives à long terme quand on sait qu'on ne reste dans l'entreprise que pour une période assez courte. Donc ça, c'est un premier défi. Par exemple, un deuxième est le manque de reconnaissance par la loi de la démocratie directe. Donc, dans le monde de l'entreprise, normalement, il y a vraiment un mode de fonctionnement très régulé avec notamment la place des syndicats et les organes de représentation directe. Et c'est sûr qu'une fois qu'on commence à faire de la participation avec les travailleurs directement, eh bien, on court-circuite un peu oui, légaux, on va dire. Et donc oui, ça remet. Enfin, on peut se retrouver dans une situation où on est un peu pas dans l'illégalité, mais où on peut avoir oui, on peut se retrouver un peu en porte-à-faux vis-à-vis de ce que la loi impose. Mhm. Alors, on nous demande si les startups ont pu être étudiées et si oui, comment arriveraient-elles à concilier cet aspect participatif avec un impératif de résultat à court terme? Alors non, dans mon mémoire, je me suis pas du tout concentrée sur les startups. Comme je l'ai dit, c'est vraiment un focus sur les entreprises d'insertion et d'économie sociale. Donc, je peux pas vraiment répondre plus à cette question. Alors, c'est sûr, comme je l'ai dit, il y a des avantages enfin, la gestion participative augmente la productivité et l'efficacité économique, ce qui pourrait être un avantage dans les startups. Maintenant, il faut être bien conscient que c'est vrai que dans les startups, on a des obligations de résultats à court terme et que dans la participation, on parle plus sur du long terme. Donc voilà. Mhm. Alors, Carmen qui représente donc Serra qui dit que c'était beau de dire la participation mais les gens debout. Effectivement, c'est une phrase qu'a dite le président du jury, Didier Goudgeber. On nous demande parmi les organisations rencontrées, quel serait l'exemple qui illustre le mieux la réussite de cette démarche et pourquoi? Euh, c'est une bonne question. En fait,
Je vais pas en citer une parce que je pense que chaque organisation a ses propres spécificités et comme je l'ai dit, c'est pas possible d'appliquer une formule à toutes les organisations. Mais je pense que ce qui est super important, c'est que d'abord l'entreprise définisse quels sont les moyens qu'elle met à disposition pour encourager cette participation. Et alors, en fonction des tailles et de la structure aussi des organisations. Donc, dans mon mémoire, j'ai interviewé autant une entreprise qui compte plusieurs centaines de travailleurs qu'une entreprise avec maximum 5 personnes. Donc, la réalité dans chacune des organisations est totalement différente. Mais ce qui est super chouette, c'est de se rendre compte que peu importe la taille de l'organisation, on est capable de mettre des choses en pratique, qu'on est capable de mobiliser des outils pour impliquer les travailleurs. Donc voilà. Mhm. Alors, on nous demande quels sont les moyens nécessaires pour que les travailleurs entrent dans cette nouvelle dynamique de travail. Est-ce qu'ils reçoivent une formation? Sont-ils encadrés par des experts? Alors, euh, non, en fait, ça c'est aussi un défi et un frein que j'ai relevé dans mon mémoire, c'est que les travailleurs parfois, en fait, ne viennent pas travailler dans une entreprise pour participer parce que c'est pas quelque chose qui leur est propre. Ils sont plutôt là d'abord pour avoir un job et avoir un revenu et pouvoir subvenir à leurs besoins. Et donc c'est vrai qu'il y a tout un travail de pédagogie et d'apprentissage qui doit être encadré au sein de l'entreprise. Et c'est ça qui demande aussi beaucoup de temps, de sensibiliser les travailleurs. Par exemple, qu'est-ce que c'est qu'une part sociale? Il y a beaucoup de travailleurs qui n'ont pas conscience et pas connaissance de ce que ça représente. Donc voilà, et c'est vrai qu'il y a des entreprises qui arrivent à vulgariser entre guillemets les décisions très stratégiques ou les chiffres des rapports annuels, etc. Par exemple, et des rapports financiers qui arrivent à vulgariser tout ça et à rendre ça vraiment plus accessible. Donc voilà, mais c'est vrai c'est, c'est tellement un sujet nouveau et peu mis en pratique qu'il n'y a pas vraiment, à ma connaissance, d'organismes institutionnels qui permettent d'aider et d'encadrer tout ça. Euh, donc voilà, je pense que ça se fait un peu, d'après ce que j'ai pu comprendre, ça se fait un peu par essai-erreur et chacun essaie de faire sa petite popote. Et c'est pour ça que j'encourage vraiment la création d'un réseau de partage des connaissances entre chaque entreprise d'insertion, enfin entre entreprises participatives, pour justement essayer d'avancer, de donner un peu des lignes de conduite et des petits conseils. Voilà. Ouais, ouais. Alors, on nous demande si les avantages sont si forts, pourquoi ce modèle n'est-il pas plus répandu dans d'autres entreprises? Alors, tu évoquais le fait que c'est assez nouveau. Est-ce qu'il y a d'autres raisons qui l'expliquent? Euh, je- dans Si les avantages d'autres sont forts, oui, dans d'autres entreprises. Ben en fait, ce qu'il y a, c'est que, donc je l'ai dit, le profil des travailleurs est aussi un énorme défi. Donc on a parlé du niveau, enfin on a parlé de leur contrat, on a parlé aussi du fait que eux viennent d'abord pour avoir un revenu et pas spécialement pour s'impliquer dans leur entreprise. On a aussi leur niveau d'éducation. Il faut aussi, enfin leur niveau de qualification. Il faut aussi savoir que ce sont des personnes qui très souvent ne détiennent aucun diplôme. Et donc il y a aussi ce côté-là où il faut leur donner la légitimité et leur faire se rendre compte qu'ils sont légitimes et qu'ils ont leur mot à dire dans leur société. Et donc c'est vrai que ça demande du temps et souvent dans des petites entreprises, on n'a pas le temps, on a besoin d'avoir nos résultats à court terme comme dans les startups. Donc c'est vrai que là, ça peut poser ça peut être une raison pour laquelle on ne veut pas sauter le pas. Mhm. Donc voilà. Alors, je vais prendre une dernière question. Ces entreprises au management participatif ont-elles majoritairement démarré sur ce modèle de gestion ou se sont-elles converties en cours de route? Alors ça dépend. Certaines, dans leur ADN de base, voulaient vraiment placer leurs travailleurs au centre de leur mode de fonctionnement. Et donc, dans certaines entreprises, la gestion participative a été présente dès le début. Et dans d'autres cas, c'était plus par bouche à oreille. En fait, le management a entendu parler de la gestion participative, ça a fait son petit bonhomme de chemin dans la tête des dirigeants et qui après se sont dit, ben oui, c'est quelque chose qui fait sens pour nous. On a aussi envie d'aller dans cette direction-là et donc eux ont mis ça en place
Oui, plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années après le début de la création de l'entreprise. Mais voilà, je pense que à partir du moment où on saute le pas, que ce soit dès le début ou même plusieurs temps après la création de l'entreprise, le plus important, c'est d'oser franchir ce pas et de se lancer dans l'aventure de la participation. Voilà, bon, on va rester sur ce mot d'encouragement. Merci beaucoup, Sybille, et bravo à toi.